Aujourd'hui, nous allons parler du manga au Japon. Mais je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'un manga, un animé ou un mangaka. On va partir du principe qu'on est en 2020 et que vous ne vivez pas dans une maison en paille perdue au milieu de l'Amazonie, d'accord ? Le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer des choses ou des infos que potentiellement vous ne connaissez pas. Et si vous êtes sage et que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous parler de mon expérience personnelle en tant que mangaka au Japon et je vais vous donner un petit bonus. Bonjour. Ah, au fait, cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Je vous reparle d'eux dans quelques instants. Les mangas au Japon, c'est absolument énorme. Tout le monde lit des mangas ou a lu des mangas dans un moment de sa vie. En France aussi, les mangas sont très connus, mais on peut pas dire que ça touche tout le monde et toutes les générations. Et même, je vais vous dire, l'ensemble de la bande dessinée en France, et bien finalement, c'est un phénomène qui est assez petit comparé à ce que représente le manga dans la culture du Japon. Je vais vous donner quelques chiffres qui comparent les marchés japonais et français et vous allez comprendre tout de suite. Ne partez pas, c'est vachement intéressant. On part sur, on va dire, 93 secondes de statistiques. C'est ma prédiction. L'année dernière, en 2019, il s'est vendu en France 48 millions de bandes dessinées. Et c'était apparemment une année exceptionnelle. J'ai pas les chiffres de 2019 pour le Japon parce qu'ici, on mesure pas en nombre de volumes vendus, mais en recettes totales, en argent. C'est un peu comme le box-office du cinéma où en France, on compte par nombre de places vendues, alors qu'aux États-Unis, c'est la recette qui compte, l'argent. Mais par contre, j'ai trouvé les chiffres de 2014 et en 2014 au Japon on était au-dessus de la barre des 800 millions de mangas vendus en un an, ce qui est énorme. Et pourtant 2014 c'était une des plus mauvaises années, si ce n'est la plus mauvaise année pour le manga au Japon. Donc un peu moins de 50 millions de BD vendus en France en un an et au Japon plus de 800 millions de mangas vendus en un an. On n'est pas du tout sur la même échelle. Si vous prenez juste les 6 séries mangas les plus populaires du Japon, rien que ça représente plus que les ventes de tout le secteur BD en France. Et si on regarde au cas par cas, en France, quand une BD fait plus de 100 000 ventes, je pense que c'est un énorme succès. L'année dernière, il y a le dernier album d'Astérix qui a fait 1,5 million de ventes, mais c'est vraiment exceptionnel. Toutes les autres BD, elles sont sous la barre des 200 000. Et en 2018, la BD la plus vendue en France était Lucky Luke et il a à peine dépassé la barre des 300 000. Ce qui est déjà énorme, 300 000 ventes. Au Japon, encore une fois, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Si on prend le top 50 des ventes 2019 et qu'on prend le dernier du top, le 50e, il a déjà plus que 500 000 exemplaires vendus. Donc à part les exceptions comme Astérix, tous les hits en France ne rentreraient pas dans le top 50 et je pense même pas dans le top 100 des ventes du Japon. Alors je sais, les mangas c'est un peu moins cher que les BD en France et il y a aussi une population un peu plus grosse au Japon qu'en France, mais quand même on est sur un ordre de grandeur quasiment de 1 à 10 donc c'est énorme. Et là, évidemment, je vous ai parlé uniquement des ventes de mangas neufs. Mais le Japon, le manga d'occasion, c'est un marché incroyable. En fait, au Japon, en général, t'achètes un manga neuf parce que c'est le dernier volume d'une série que t'es en train de lire. Mais si tu veux acheter tous les volumes d'avant, tu vas les acheter d'occasion. Je viens d'arriver devant le Book Off de mon quartier. Book Off, c'est la plus grande chaîne, je pense, de mangas, enfin de livres d'occasion Japon. Il y a 900 Book Off au Japon et je crois qu'il y en a même un ou deux à Paris. Il y en a un petit peu partout dans le monde, mais c'est surtout japonais. C'est ouvert tous les jours de 10h à 23h. On va rentrer à l'intérieur, voir un petit peu ce qu'ils nous proposent comme manga, quels sont les prix, quels sont les choix. Alors celui-là, je connais pas trop. C'est la première fois que j'y rentre. Ah, on tombe tout de suite sur catégorie 18+. Alors ceux-là sont emballés évidemment. Oula, je vais pas montrer ça à la caméra. Combien ça coûte un manga adulte? 110 yens. 110 yens. 100 yens. C'est à peu près 80 centimes un manga pour adulte déjà. Première, ah voilà, il y a vraiment beaucoup de mangas. Qu'est-ce que c'est que ce Naruto énorme là? Un manga Naruto. Le prix du neuf c'est 390 yens plus taxes et ici c'est vendu 110 yens. Tous les mangas de cette rangée, il y a marqué 100 yens, 100 yens plus taxes, 110 yens, ça fait un peu moins de 1 euro le manga. Et ici de l'autre côté, 320 yens. Donc on est sur du 2,50 € à peu près pour les fairy tales. L'état est exceptionnel au Japon, les mangas d'occasion c'est quasiment comme s'ils étaient neufs en général. Shingeki no Kyojin, 370 yens, 3 €. Dans les book off, les mangas sont rangés par éditeurs, ce qui fait que c'est pas toujours facile à trouver parce qu'on connaît pas forcément les éditeurs japonais. Et aussi par genre, là c'est le rayon filles, à côté c'était le rayon garçon, il y a aussi un rayon adulte. Là c'est à peu près 7 € la série de 10 mangas. Conan tome 1 à 98, 20 000 yens. 98 mangas pour 160 €.
Alors ça, c'est pour les mangas qu'on appelle au Japon les mangas de type tankobon. C'est ça, c'est le format poche. Ça, c'est le dernier volume de One Piece. Neuf, il coûte 440 yens plus taxes. Donc j'ai payé un peu moins de 500 yens dans les 4 euros. Et on voit ici apparemment qu'il s'est vendu comme exemplaire Yon Oku Nanasenman, ce qui fait 470 millions d'exemplaires vendus si je me trompe pas. C'est énorme, hein. S'ils continuent comme ça, ils vont dépasser la Bible. Et en parlant de la Bible, vous saviez que ça existait aussi en manga? Vient-il détruire le monde ou le sauver? Maintenant ça va chier. Jésus 2, le retour. Donc ça, c'est le manga classique, le format que vous connaissez chez vous. En général, je pense que vous connaissez soit ça, soit les scans sur Internet. Mais au Japon, il n'y a pas que ça. Ce qui est extrêmement populaire au Japon, c'est les magazines. Ça, c'est le magazine Weekly Shonen Jump qui est le plus connu, je pense que vous connaissez. Il se vend à plus de 2 millions d'exemplaires chaque semaine. Donc là, ça s'appelle Shonen Jump, donc c'est que des shonen. Tout est dans le titre, hein. Weekly Shonen Jump, du shonen toutes les semaines. Et c'est édité par Shueisha, qui est la plus grande boîte d'édition de manga au Japon. Avant d'être publié en format poche comme ça, un manga est d'abord publié chapitre par chapitre dans un magazine. Et c'est juste s'il rencontre du succès qu'il va être publié en manga et puis peut-être après décliné en animé, en film, etc. Donc les magazines, pour la majorité des mangas, c'est la première étape. Alors cette semaine, au début, vous avez d'abord un nouveau manga. C'est l'équivalent de 2 chapitres. Il y a à peu près une 60aine de pages. C'est celui-là et il est vraiment pas mal. Ça parle de fantômes. Il y a peut-être une 20aine ou une 30aine de mangas différents. Je sais pas, j'ai pas compté. Ça pue et c'est imprimé sur du papier vraiment de qualité merdique, papier recyclé pas cher. Et ça coûte pas cher d'ailleurs, hein, 290 yens, c'est à peine plus de 2 euros. Je suis allé au Combini et j'ai fait un petit peu le tour de toutes les revues. On va découvrir ça ensemble. Voici mon butin, j'ai pris un petit peu de tout, là il y en a pour à peu près 5000 yens, ça fait un petit peu plus de 40 euros. Bon déjà on a le Weekly Shonen Jump et toutes les grosses licences Jump que vous connaissez. Ensuite on a aussi ce genre de mangas qui sont souvent des mangas qui ont été publiés d'abord en format poche et après qui sont réédités dans des formats un peu plus gros qu'on trouve en combini et c'est vendu un petit peu moins cher. Ça m'a l'air d'être un truc pour adultes. Faut pas se fier à la couverture parce que des fois au Japon on pense que c'est un truc olé olé et ça l'est pas ou alors vice versa. Alors là typiquement je vois une paire de seins à la première page donc oui c'est Just Kowa. Ça c'est des trucs d'horreur et ça aussi c'est des trucs d'horreur et ça marche beaucoup au Japon en ce moment. Alors j'ouvre une page au hasard, c'est des monstres. J'ouvre une page au hasard, c'est du sang sur une voiture. J'ouvre une autre page au hasard, c'est un mec à poil. Bon, ensuite on arrive dans les trucs un petit peu historiques. Ça se passe à l'époque Edo avec voilà, toutes les tenues comme ça. Et où ah oui non. C'est extrêmement dur de reconnaître quels sont les mangas où t'as du cul, enfin qu'est-ce qui est pour enfants, qu'est-ce qui est pour adultes, on ne sait pas. La particularité d'acheter des mangas dans les combini, c'est que tu sais pas trop ce que t'achètes. En fait, la partie manga et la partie magazine pour adultes sont quasiment fusionnées et du coup tu vois des trucs comme ça, tu vois des trucs comme ça, tu vois des trucs comme ça, tu vois des trucs comme ça et tu ne sais pas qu'est-ce qui est manga et qu'est-ce qui est érotique. Ça, est-ce que c'est du manga ou est-ce que c'est olé olé? Et ben ça, c'est du manga. C'est que du manga et c'est du manga de sport. Il y a marqué sport machin. Ah, par contre, qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, on va faire un test, tiens, bougez pas. À ton avis, qu'est-ce qui est manga, qu'est-ce qui n'est pas manga? Manga, pas manga? Manga. Manga vraiment pour adultes. D'accord. C'est vrai qu'en regardant ça, à aucun moment je me dis que je vais voir Ça c'est un magazine, mais je pense pas qu'il y ait des mangas. Absolument, zéro manga. Est-ce qu'on s'attend à voir que des filles en sous-vêtements? C'est ça, des photos. Absolument pas, hein. Quand on le connaît pas. Bah non, ça c'est manga. Ça c'est manga. C'est facile. C'est facile, surtout même derrière. Ouais. Mais absolument pas. Quoi? C'est un magazine qui parle de machines à sous et de pachinko. Il n'y a pas une seule page de manga à l'intérieur. Et c'est totalement dans le truc des mangas que je l'ai acheté. Manga. Ça c'est du manga. Ouais. En voyant le feuille, on est ouais. d'accord. Parce qu'il y a rien, il y a juste 3 persos manga là, mais sinon tu t'attends pas à ce que ce soit du manga. Et effectivement, c'est 100% manga. Merci de t'être prêté au jeu. Alors ça c'est pour la partie qu'on va appeler la partie grand public. Mais il y a toute une partie de la scène manga au Japon qui est réservée, je vais dire, à des initiés. Déjà il y a toute l'industrie du manga pornographique que vous connaissez sous le nom de hentai, qui est absolument énorme au Japon. On vient d'en voir quelques-uns au Book Off et aussi au Combini, mais ça croyez-moi c'est juste le sommet de l'iceberg, c'est même le sommet du sommet de l'iceberg et c'est difficile à quantifier parce que ça souvent c'est dans des magasins spécialisés et surtout depuis quelques années c'est même plus dans les magasins du tout, c'est en ligne que ça se passe. En plus de ça il y a tout ce qui est manga amateur ou doujinshi et ça pareil c'est souvent relié à la pornographie aussi, yaoi tout ça. L'ampleur là aussi est très difficile à quantifier parce que c'est amateur donc il n'y a pas de chiffre officiel, mais les salons qui rassemblent chaque année justement les amateurs de ces mangas amateurs sont exceptionnels. C'est des centaines de milliers de personnes qui se déplacent à chaque fois, des dizaines de milliers d'exposants. Le plus connu c'est le Comic Market ou Comiquette qui a lieu 2 fois par an. Cet été j'aurais aimé y aller pour vous rapporter des images mais
coronavirus. Donc je vais vous remettre vite fait un court extrait de ma vidéo sur les otaku au Japon dans laquelle j'en parlais aussi. À Tokyo, il y a un événement qui s'appelle le Komike ou Komiket. C'est le diminutif de Comic Market et ça se déroule 2 fois par an depuis 45 ans je crois. C'est un événement énorme. Il y a à peu près 35 000 exposants à chaque édition et il y a plus d'un demi-million de personnes qui se déplacent, plus de 500 000 personnes et l'année dernière, je sais pas pourquoi, il y a même eu, voilà, si vous voulez voir la suite, allez voir la vidéo en question, elle est très bien et comme par hasard, il va y avoir un lien vers cette vidéo en toute fin de cette vidéo. Ça fait beaucoup de fois le mot vidéo, mais en même temps, maintenant, ce que je vais vous demander, et c'est peut-être la première fois que je vais vous demander ça, c'est quelque chose de très simple, c'est qu'on va tous ensemble oublier tout ce que je viens de dire depuis le début de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je vous demande ça? Eh bien parce que tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est le passé. Le Shonen Jump, vendu à 2 millions d'exemplaires par semaine, c'est impressionnant. Eh bien, il y a une vingtaine d'années, il s'en vendait 9 millions par semaine. Je vous l'ai dit plus tôt, 2014, c'était vraiment pas une bonne année pour le manga au Japon. Et c'est vraiment une année charnière, parce que pendant plusieurs années, vraiment, l'industrie du manga s'est cassé la gueule petit à petit. Et en 2014, il s'est passé un truc qui a fait que le manga s'est mis à repartir et que chaque année, c'est de mieux en mieux et que maintenant, c'est l'épiphanie. Et ce truc, c'est ça. Pas un iPhone en particulier, hein, je veux dire un smartphone en général. Regardez, on va faire comme à la télé, je vous en montre 3, comme ça j'ai 3 marques différentes et puis on se fait pas taper sur les doigts pour le CSA. Non, je déconne, sur YouTube on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années en arrière, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on disait qu'au Japon, on utilisait plus de papier pour imprimer des mangas que pour faire du papier toilette. Et bien aujourd'hui, je sais pas si c'est encore vrai, parce que par exemple, rien que l'année dernière, en 2019, l'industrie du manga papier au Japon a perdu 4%, alors que l'industrie du manga sur support numérique a gagné 24%. Par exemple, Shonen Jump, maintenant ils ont leur appli et au Japon il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Moi je suis sur la version américaine et pour 1,99$ par mois, t'as vraiment tous les chapitres de tous les shonen de Shueisha, c'est-à-dire Dragon Ball, One Piece, Bleach, Demon Slayer. Ça c'est le manga qui est sorti tout à l'heure là dont je vous parlais. Enfin vraiment c'est ouf, t'as des dizaines de milliers de chapitres et c'est 1,99$ par mois. Bon c'est un peu chiant à télécharger parce que c'est juste pour le marché américain, il faut passer son téléphone. Bon, cherchez sur internet, vous allez trouver, mais franchement ça c'est mon conseil du jour, c'est ma bonne trouvaille de l'année. Et si ce qui vous intéresse, transition, ça n'est pas seulement le digital ou les livres, mais aussi le manga dans la vraie vie, venez vivre à Tokyo. Parce que vraiment, ces dernières années, la barrière entre manga et réalité, elle est de plus en plus fine. Premier incontournable, c'est le Tokyo One Piece Tower. C'est le seul parc officiel dédié à One Piece au monde. Donc si on aime le manga et l'animé, il faut y aller. D'ailleurs, allons-y. Je viens d'arriver au pied de la tour de Tokyo, la Tokyo Tower, et c'est à l'intérieur de ce bâtiment que se trouve le Tokyo One Piece Tower, le premier parc One Piece avec ses attractions, ses restaurants, ses magasins, etc., etc. Et je devrais dire plutôt se trouver le parc d'attractions One Piece puisqu'il a fermé ses portes malheureusement le 31 juillet à cause de la baisse d'affluence due au coronavirus. Tout ce qui reste du parc, c'est un magasin One Piece du coup. C'est sympa, mais c'est un petit peu décevant quand même. Il n'y a même pas un restaurant, on peut même pas manger une crêpe One Piece ou je sais pas quoi. C'est vrai que c'est un peu décevant. C'est bien de pouvoir acheter des goodies, mais il y avait quand même 3 restaurants à tester là-bas. Heureusement qu'il nous reste le restaurant de Sanji à Tokyo, le One Piece Baratie, qui vient d'ailleurs juste de déménager cette année et qui, non, finalement, n'a pas réouvert ses portes à cause du coronavirus. Mais bon, pas de panique, on est à Tokyo et même si on peut pas manger dans un restaurant One Piece, il nous reste quand même plein d'options manga à essayer. Je pense particulièrement à un nouveau restaurant qui a ouvert en 2019 qui s'appelle Jump Sakaba. Et le concept me plaît beaucoup parce que c'est un restaurant à thème sur les anciens shonen, genre City Hunter, Muscleman si vous avez connu, Hokuto no Ken, tout ça. Et évidemment, je suis allé tester ça pour vous. Ah bah non, c'est fermé. Fermeture définitive le 12 juillet. Coronavirus, tout ça. Bon, pour vous rassurer un petit peu quand même, donc rassurez-vous, il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des nouveaux trucs qui sortent, des nouveaux trucs à visiter. En ce moment, par exemple, on peut tester une nouvelle attraction en réalité virtuelle dans le monde de l'attaque des titans. Et ça aussi, putain, ça vient de fermer. Connard de virus. Si, je sais, le Gundam qui marche. Ça, c'est une valeur sûre, ça, c'est un truc qui sera prêt dans quelques mois, on pourra tous en profiter, en espérant qu'il se casse pas la gueule comme une grosse quiche, mais ça, c'est un truc qui est là pour durer. En tout cas, la leçon à retenir, les enfants, c'est qu'il ne faut pas repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que demain, ce sera peut-être fermé. Sans transition, comme dirait PPD dans les Guignols, il faut qu'on parle un petit peu des mangaka, qui sont quand même l'élément le plus important du monde des mangas, on est d'accord. Au Japon, ils sont à peu près 5000, je crois, et ils ont tout simplement l'un des boulots les plus difficiles du pays, mais vraiment. Les mangaka qui réussissent sont vraiment
très peu nombreux et en général, le travail de mangaka, c'est beaucoup de travail pour très peu d'argent. Vous connaissez peut-être le manga Bakuman qui traduit assez bien le monde des mangaka au Japon. Si vous ne connaissez pas, lisez-le, c'est vachement bien, c'est par les auteurs de Death Note. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mangas sont publiés chaque semaine et c'est chaque semaine un chapitre, donc quasiment 20 pages. Et même si tu as une équipe de plusieurs personnes avec des assistants, 20 pages de manga à faire chaque semaine, c'est absolument énorme. Surtout si en plus tu es à la fois auteur et dessinateur. En fait, au Japon, on parle pas mal de ça, il y a même des sites internet qui répertorient l'âge de la mort des mangaka, tellement il y en a qui meurent jeunes. Et justement, le 29 août, il y a juste quelques jours là par rapport à quand j'enregistre cette vidéo, il y a un mangaka qui s'appelle Kimio Eguchi, qui n'est pas un des plus connus, mais qui est décédé à l'âge de 23 ans. Et on ne sait pas quelle est la cause de la mort, donc tout le monde pense que c'est à cause de stress et d'épuisement, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement fréquent dans le milieu des mangaka. Bon, après, c'est peut-être juste des coïncidences ou des chiffres, enfin, faudrait comparé au reste de la population japonaise pour avoir des vrais chiffres, on ne sait pas, mais objectivement ce qui est sûr, c'est que les heures de travail des mangaka sont vraiment hallucinantes. Ceci est un camembert, je fais ça mais je ne sais pas où je vais l'afficher, peut-être il sera là, peut-être il sera là, peut-être il sera là. C'est un camembert qui représente le nombre d'heures de travail et de sommeil des mangaka. C'est écrit en japonais dessus, donc c'est forcément une source sûre. On peut voir en bleu que le nombre de sommeil au quotidien c'est à peu près 6 heures, et en rouge le nombre d'heures de travail c'est à peu près 12 heures. Et là encore ça me paraît vraiment optimiste, parce que les plus grands mangaka, quand on les interroge un à un, ils disent dormir bien moins que ça. L'auteur de Naruto, par exemple, lui, il dit qu'il dort entre 3 heures et 6 heures par nuit. Et l'auteur de Conan, Détective Conan, lui, c'est entre 3 heures et 4h30. Tu m'étonnes, lui, il doit faire des scénarios de fou avec des énigmes à résoudre. Chaque semaine, ça doit être un rythme de fou. Et l'auteur de One Piece, Oda Eiichiro, c'est le mangaka le plus connu du moment, le plus riche, le plus tout ce que tu veux, et il a que 3 heures de sommeil par jour, c'est vraiment une vie de dingue. Et il y en a vraiment beaucoup comme ça, des mangaka qui poussent leur corps à la limite. L'auteur de Hunter x Hunter, il disait qu'à une certaine période, il dormait que 8 heures par semaine, et je crois après il est tombé malade. Le truc c'est que tu as ta deadline, chaque semaine, tu as ton chapitre de manga à rendre à la maison d'édition. Peu importe si tu manges pas, peu importe si tu dors pas pendant 3 jours, il faut qu'à la date précise, ton chapitre, il soit dans la boîte. Et attention, ton chapitre, il doit être rendu à temps, mais aussi ça doit être du bon travail, ça peut pas être de la merde, parce que déjà tu as un éditeur qui vérifie tout ce que tu fais, mais en plus chaque semaine les lecteurs votent pour leur chapitre préféré, et si tu te retrouves dans le bas du classement pendant trop longtemps, on te vire pour un autre manga qui est plus prometteur. T'imagines la pression que ça doit te mettre? Alors oui, effectivement, les mangaka célèbres gagnent plusieurs millions d'euros par an. Oda, l'auteur de One Piece, qui est le mieux payé, il a gagné l'année dernière 24 millions d'euros, ça fait 2 millions d'euros par mois. Ça peut laisser rêveur, mais quand tu sais la pression que c'est, l'impact sur la santé que c'est, et surtout le fait qu'il dort que 3 heures par nuit, donc son argent, il a absolument pas le temps de le dépenser, et ça fait 22 ans que ça dure, et le mec, je suis sûr, en 22 ans, il a pas pris 2 jours de vacances. Alors il se cache souvent la tête pour pas se faire emmerder dans la rue, Oda, et ça se comprend. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est la tête de la deuxième personne la plus importante de One Piece, et ça, c'est l'éditeur qui travaille avec Oda. C'est lui à l'écran, et comme vous le voyez, les bureaux de Shueisha, qui encore une fois est le plus gros éditeur de manga japonais, et de loin, c'est le bordel. Les bureaux sont comme on les voit dans les mangas, et c'est marrant de se dire que c'est ce mec-là qui travaille entre des piles de bordel, a un pouvoir immense sur One Piece, et au final est responsable de dizaines de millions, voire j'imagine de centaines de millions d'euros chaque année. Parce qu'en effet, chaque mangaka travaille main dans la main avec un éditeur attitré, qui a un rôle de conseiller, mais aussi qui valide les chapitres et qui peut donc influencer beaucoup l'histoire. C'est aussi lui en général qui va trouver les assistants qui travaillent avec le mangaka, et en plus il doit aussi s'assurer que le mangaka en question reste en bonne santé, ou même reste en vie plutôt, j'ai envie de dire. Est-ce que ça vous donne envie de devenir mangaka tout ça? Non, hein? Moi, oui. Du moins à une époque. Et c'est là que je vais vous raconter ma petite expérience en tant que mangaka, enfin pseudo-mangaka au Japon. Nous sommes en 2015, un petit peu avant que je fasse des vidéos sur YouTube. Ça faisait déjà quelques années que j'avais très envie de faire un manga, pas parce que je suis un passionné de manga, mais surtout par envie, ou plutôt par besoin de créer des choses, et aussi par curiosité de découvrir un petit peu comment fonctionnait l'industrie, tout ça. Et comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. À l'époque, j'étais aussi en train de développer un site qui s'appelle Club Japon. Dans ma tête, c'était vraiment un Netflix du Japon qui regroupait vidéos et mangas. C'est mort depuis
quelques temps. Je crois que ça fait à peu près 3 ans que je mets plus de contenu. En fait, ça marchait pas trop mal, mais c'était un travail énormissime, donc j'ai arrêté ça. Bref, pour ce site à l'époque, j'ai créé un manga et je ne sais absolument pas dessiner. Donc j'étais auteur et j'ai engagé un mangaka japonais pour travailler avec moi. On a travaillé ensemble pendant un peu plus d'1 an, je crois, à peu près 15 mois. Et si je me souviens bien, on a écrit 12 chapitres. Ça représentait à peu près un chapitre toutes les 5 semaines, un chapitre de 30 pages environ, donc un petit peu plus grand que les chapitres qui sont publiés dans les magazines. Mais c'est vraiment après cette expérience que j'ai compris que publier un chapitre par semaine, même en n'ayant qu'une vingtaine de pages à faire et en ayant peut-être 2-3 assistants, c'est quand même un travail titanesque, c'est un rythme de fou. Des fois dans un manga, ça arrive assez régulièrement, on remarque des petites incohérences comme ça dans le scénario. Eh ben c'est normal, le mec il a juste 1 semaine pour écrire un chapitre. Et bon, au début, son histoire évidemment, elle est bien ficelée pendant quelques mois, mais quand une histoire dure plusieurs années, c'est évident que l'auteur il est en train de la réfléchir au même moment qu'il écrit, et il n'y a aucun auteur de manga qui peut réfléchir sur des années, voire des dizaines d'années, c'est impossible. Donc plus le manga avance, plus c'est difficile d'être cohérent et d'être pertinent. Bon, moi mon histoire à la base, elle était pas ouf, hein. C'était une histoire de zombies extraterrestres. En fait, j'avais pas vraiment le temps d'écrire sérieusement. Et aussi, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait beaucoup à base de photos. Surtout que notre histoire, elle se déroulait pas au Japon, elle se déroulait majoritairement en France. Donc dès qu'il y avait, ne serait-ce que pour les environnements, les immeubles, même, je sais pas, une simple poubelle dehors, à quoi ça ressemble en France, j'étais obligé de chercher des photos. Et ça me prenait un temps fou, même plus de temps que d'écrire le scénario. Et au final, ça donne quelque chose qui est, je pense, entre très mauvais et peut-être tout juste passable. Mais en fait, pour moi, c'était plus un manga test. J'avais pas vraiment d'ambition et d'objectif. Mon but, c'était surtout d'acquérir de l'expérience et d'avoir un contenu pour Club Japon qui, si possible, plaise à certaines personnes. Enfin bref, après ça, j'avais aussi commencé à travailler avec un autre mangaka dont j'aimais beaucoup le style. Ça se rapprochait vraiment du style shonen qu'on connaît bien, mais on n'a jamais été plus loin que faire du chara design et le nem pour le premier chapitre. Le nem, c'est l'ébauche du premier chapitre et c'est tout. Ceci conclut ma courte expérience dans le monde du manga. Et voilà, c'était pas ouf. En vrai, c'était plus pour moi, pour dire, je l'ai fait et j'ai appris des trucs. Et j'en retiens surtout en fait que ça m'a coûté très cher. Surtout qu'à l'époque, j'avais pas de partenariat avec Rosetta Stone, par exemple. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vais vous mettre un lien dans la description. Vous attendez pas vraiment à un truc exceptionnel. J'en ai pas honte non plus, mais j'en suis pas spécialement ultra fier. Jusqu'à maintenant, j'avais publié que 9 chapitres sur les 12, mais après 3 ans. Là, je vais essayer de faire un effort et de me bloquer 48 heures ou 72 heures pour finir de poser les textes sur les 3 derniers chapitres et les mettre en ligne. Comme ça, ce sera vraiment la fin de l'aventure et vous aurez plus de 300 pages à découvrir. C'est l'équivalent de, je sais pas combien il y a de pages dans un One Piece. Il y a 200 pages. Lac, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me donnes ça? Voilà, du coup, putain, t'as du chocolat partout et toi t'es en pyjama, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on parlera soit des toilettes au Japon, soit je traverse tout Tokyo à pied, qui est un truc que j'ai envie d'essayer depuis de nombreuses années. Et voilà, bah oui mais tu me le donnes, tiens, tu veux... Bon.